nous allons commencer la séance des questions-réponses. Vous voudrez bien vous présenter et dire à quel orateur vous adressez votre question. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Je vois des cardiologues chevronnés dans la salle. Docteur Djebet, les présentations ne vous ont pas laissé quand même insensible. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Bon, monsieur le professeur, le président me prend un peu au dépourvu parce que j'ai très bien écouté la présentation du professeur Zivanwan et du docteur Matanga. Je poserai une question pratique au docteur Matanga. Il a très bien expliqué, hein, c'est-à-dire qu'on a un flûtère sur un terrain valvulaire. Évidemment, la valvulopathie se trouve à gauche. Donc, si il diagnostique que l'origine du flûtère est à gauche, là, on n'ablate pas, ou alors on réfléchit. Mais si le flûtère vient de droite, on ablate. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a, outre l'électrocardiogramme de surface, de repos que l'on fait, est-ce qu'il a un autre procédé? Est-ce qu'il faut faire une étude électrophysiologique? Est-ce qu'il faut absolument faire une cartographie? Est-ce qu'il fait autre chose? Est-ce qu'avec le seul électrocardiogramme, on peut savoir quelle est l'origine du flûtère et savoir comment faire? Merci. Merci. On va... Oui, ça c'est la première question. La question au professeur Zimmermann, c'est c'est-à-dire quand on dit que les NOAC ne peuvent pas être utilisés dans la fibrillation auriculaire valvulaire, est-ce que c'est parce qu'on a eu peur d'inclure des patients atteints de fibrillation auriculaire valvulaire dans les nombreuses études qu'on a faites, ou est-ce que parce que, étant donné que les études se font en Europe, que les valvulopathies ont disparu dans ces contrées-là, et donc forcément on n'a pas de recul, on n'a pas pu inclure des patients, et donc par conséquent on ne peut pas prendre de décision particulière. Monsieur le professeur Menanga. Merci monsieur le président modérateur de séance. À mon tour, je vais remercier et féliciter les deux brillants orateurs pour ces exposés assez clairs. J'ai une question pour le professeur Zimmermann. Je voudrais savoir, quelle est votre expérience sur la cardioversion électrique en situation de FA rapide, hémodynamiquement instable, chez quelqu'un qui a déjà des grosses cavités cardiaques, chez qui on sait que le retour en rythme sinusal est probablement impossible. Quelle est l'expérience que vous avez? Est-ce que vous allez vraiment parfois assez facilement à la cardioversion électrique ou pas du tout dans ces situations-là? On va peut-être leur permettre de répondre à la première série de 3 questions. D'abord, Dr Matanga et puis le professeur Zimmermann avec ces 2 questions. Merci. Merci pour la question. En fait, pour savoir si c'est un flûteur qui vient de la droite ou de la gauche, l'électrocardiogramme seul ne suffit pas, parfois. Par contre, quand on a un flûteur commun, typique, en général, on sait qu'il vient de la droite. Sinon, ça nécessite de faire une étude électrosphie en mettant une sonde au niveau du sinus coronaire et on regarde la dépolarisation, si elle se fait de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche en fait, pour avoir une idée. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle des PPI, pour voir si le circuit est proche de la gauche ou s'il est proche de la droite. Donc, en un mot, l'électrocardiogramme seul, parfois, ne suffit pas. Alors, concernant la question des nouveaux anticoagulants, vous avez en partie raison, probablement, puisque c'est une maladie qui a disparu en Europe et aux États-Unis, alors que c'est dans ces pays-là que se sont faits les travaux avec ces molécules. Cela dit, ça a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de RAA
suisse, entre guillemets, mais nous, on voit pas mal de patients qui ont du RA et des sténoses mitrales rhumatismales qui viennent du sud de l'Europe. Ils viennent du Portugal, ils viennent du sud de l'Espagne, ils viennent de Grèce. Et ces gens-là, on a encore toute une population qui a malheureusement souffert du RA et qui a des séquelles de type sténose mitrale. On a aussi pas mal de gens qui viennent d'Afrique du Nord, où là, c'est une pathologie qui est extrêmement répandue. Et donc, un certain nombre de ces malades ont été inclus dans ces études-là. Mais c'est clair que le nombre, vous avez vu sur les plaques, le nombre n'est pas très important. Mais je crois surtout ce qui a fait renoncer à proposer les NOAC dans la FA valvulaire, c'est les deux autres arguments. Un, c'est cette étude publiée dans New England il y a 10 ans qui a montré que c'était délétère de donner les NOAC par rapport aux antivitamines K. Et il y a eu plein d'autres études que je n'ai pas mentionnées, dont je ne me souviens plus des noms comme ça par cœur, qui ont été interrompues prématurément parce qu'il y avait un surcoût à payer, aussi bien au point de vue thromboembolique qu'au point de vue hémorragique. Donc malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas de raison d'aller dans cette direction-là. Est-ce qu'une nouvelle étude va être faite? Il y a fort à parier, mais quand elle est précédée de 2-3 tentatives négatives, ça refroidit et l'industrie et les scientifiques. Maintenant, pour l'autre question concernant la cardioversion électrique, je crois que non, on ne la fait pas forcément volontiers, pas comme ça, je dirais, à la hussard. Il faut vraiment qu'on ait des très bonnes raisons pour aller vers une cardioversion électrique. Alors, quand c'est en urgence, ces bonnes raisons, on les a malheureusement assez vite parce que des fois, on n'arrive pas à juguler le problème autrement. Mais quand on fait ça, on ne fait que restaurer, si on peut, le rythme sinusal, mais c'est souvent très temporaire, c'est souvent très partiel. Et ces malades qui ont des valvulopathies ou des valves artificielles, ils ont une telle dégradation dans les oreillettes que le risque qu'ils maintiennent le rythme sinusal, ou la chance qu'ils maintiennent le rythme sinusal, elle est faible. Donc il va falloir peut-être trouver d'autres moyens. C'est plutôt un outil, je dirais, qui permet de sauver une situation délicate. Mais on ne le fait pas dans l'idée de se dire on va le faire, ça va être efficace, le malade va rester en rythme sinusal. Merci. Monsieur le docteur Wang. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse, je voudrais d'abord féliciter les deux orateurs et je voudrais poser ma question à professeur Zimmermann concernant les complications en rapport avec la prise d'amiodarone, le cas de dysthyroïdie et surtout chez nous avec un très gros risque d'ensoleillement. Est-ce qu'on pourrait envisager dans la réduction de la FA, de la prise du flécainide, peut-être associée à du bisoprolol? Merci, docteur. On va faire une série de 3 questions. Allez-y. Merci de me passer la parole. Vraiment, je tiens à féliciter le docteur Matanga pour sa présentation sur une question pas facile du tout. Et professeur Zimmermann, évidemment, très belle présentation, très claire. J'ai pourtant une petite question, justement à propos de l'anticoagulation dans les cas d'instabilité hémodynamique et nécessité de cardioversion, qu'elle soit mécanique ou chimique. Donc vous avez dit effectivement que le seul fait de s'assurer de la non-présence de thrombus par un TEO, par exemple, comme on le fait dans la FA non valvulaire, ne suffit pas. Il faut s'assurer d'une bonne anticoagulation pour tenter une cardioversion. Maintenant, dans les situations où le patient est effectivement en instabilité hémodynamique, où on pense effectivement que restaurer un rythme sinusal l'améliorerait et qu'on n'a pas cette évidence-là d'anticoagulation, voilà, quelle est l'attitude? On essaye de ralentir simplement, on fait quand même un étau en se disant, bon, on a peut-être à 60 ou 90% une certitude, entre guillemets, de 60-80% qu'il n'y a pas de thrombus. Voilà, quelle est, vous, en pratique, votre attitude dans ces cas-là? Est-ce qu'on se contente de ralentir et de proposer autre chose après, ou on y va quand même en prenant un minimum de précautions? En pratique, qu'est-ce que vous faites? Une autre dernière question pour compléter cette série. Je voulais préciser que c'était le docteur Mintom, cardiologue universitaire. Ouais. Madame le docteur Monique Kinfac. Merci, professeur, de me passer la parole.
Et je tiens à remercier les deux orateurs, le professeur Zimmermann et le docteur Matamba. Oui, je tiens à remercier les deux orateurs, comme je disais tantôt. Et je voudrais m'adresser au professeur Zimmermann. Nous, en clientèle, en clinique, nous recevons généralement, et j'ai 2 ou 3 malades qui ont été opérés d'une valvulopathie et qui sont sous nouveau anticoagulant. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire. Et ils ont également une fibrillation auriculaire. Je me demande ce qu'il faut faire, étant donné qu'ils sont appareillés et qu'ils ont les nouveaux anticoagulés. Comment il faut switcher cela? Oui. Passez les micros aux orateurs. Merci. Alors, je vais répondre d'abord à la première question du Dr Wankou. Est-ce qu'on pourrait utiliser d'autres alternatives que l'amiodarone pour essayer de convertir une de ces FA? Alors, déjà dans ce cadre-là, je n'ai pas trop peur des effets secondaires parce qu'on part avec un traitement qui va être assez ponctuel d'amiodarone et on ne part pas avec l'idée qu'on va lui laisser au malade 3 mois, 3 ans d'amiodarone. On part avec l'idée qu'on va essayer de le cardioverser comme ça médicamenteusement et si on n'y arrive pas, on arrêtera la cordarone, on ne va pas la continuer. Et on va peut-être accepter que la fibrillation devienne permanente. Donc je ne crains pas trop les effets secondaires dans ce cadre-là. La deuxième chose, est-ce qu'on pourrait, comme alternative, utiliser le sotalol ou un bêta-bloqueur plus la flécaïne? Oui, c'est possible, mais il faut savoir que c'est des médicaments, aussi bien le sotalol que la fléca, qui ont un pouvoir arythmogène qui est quand même non négligeable. Et moi, j'ai toujours, dès qu'il y a une cardiopathie, a fortiori s'il y a une atteinte ventriculaire, mais en toute forme de cardiopathie, j'ai toujours eu une extrême restriction à utiliser ces médicaments parce qu'on a vécu tous des accidents rythmiques ou des aggravations pro-arythmiques majeures. Et donc, moi, je serais très prudent avec l'utilisation de ces drogues-là. Pour la deuxième question, vous soulevez simplement la question de la difficulté de notre métier. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où hémodynamiquement le malade ne va pas bien du tout, on sait qu'on devrait le choquer, mais on ne sait pas s'il est anticoagulé, s'il est bien anticoagulé. À un moment donné, il y a une espèce de risque à prendre. Alors évidemment, on va tout faire pour le ralentir d'abord. Évidemment, si on n'a pas une notion claire de son statut d'anticoagulation, on peut éventuellement faire un TO, bien sûr, pour savoir si on voit quelque chose ou pas. Mais s'il y a une prothèse mécanique, par exemple, c'est tellement écogène que vous allez avoir des réverbérations un petit peu partout. Allez savoir s'il y a un caillot ou s'il n'y a pas de caillot derrière une prothèse mécanique, c'est pratiquement impossible. Et donc, oui, c'est difficile. Mais quand on n'a pas la certitude qu'il est bien anticoagulé, moi, j'aurais plutôt tendance à dire freinons-le, maintenons-le dans un lit, on lui donne aussi des sédatifs pour qu'il soit le plus calme possible. Et puis, c'est seulement quand on est sûr qu'on pourra faire cette cardioversion sans prendre le moindre risque d'envoyer un caillot quelque part qu'on va le faire. Et puis, pour la dernière question, si vous avez des patients qui ont été opérés et qui sont porteurs d'une prothèse et qui sont en FA, encore une fois, normalement, ils ne devraient pas être sous les nouveaux anticoagulants. On devrait les maintenir sous Syntron ou sous antivitamine K, avec évidemment des contrôles réguliers d'INR. Et je sais bien qu'ici, au Cameroun, ce n'est pas forcément facile. Ça l'est peut-être encore raisonnablement à Yaoundé ou à Douala. Mais si vous habitez dans les campagnes, d'aller mener une anticoagulation avec un dérivé coumarini qui va vous imposer tous les mois un contrôle INR, en plus le labo, c'est pas la fiabilité du contrôle qui est fait. Donc ça devient un peu comme moi et mon copain sur l'arête. Heureusement, ni lui ni moi on est tombé ce jour-là, mais j'entends c'est un peu compliqué. Et si vous ne faites pas de contrôle INR, si vous n'avez pas de labo qui vous aide, ben vous faites la même arête, mais en basket, et puis sans crampons, sans piolet et sans corde. Et puis là, vous êtes sûr que vous allez tomber. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Et c'est vrai que c'est un gros problème dans ce contexte ici au Cameroun, c'est d'arriver à savoir le bon traitement, c'est une chose, mais d'arriver à le conduire correctement, c'est autre chose. Merci beaucoup. Docteur Latif Mousse a une question. Merci beaucoup. Professeur Zimmermann, moi j'aurais vraiment la classification des plasties mitrales au sein vraiment des fibrillations auriculaires associées effectivement à cet acte. C'est à ce niveau-là que, contrairement aux deux
aux deux niveaux de définition, valvulopathie rhumatismale, remplacement valvulaire. Je n'ai pas vraiment de difficulté, mais moi j'ai toujours eu une petite difficulté par rapport à l'association à cette définition des plasties mitrales tout court, parce que les plasties mitrales, c'est vague. On a de toutes formes, avec des petites oreillettes. Or, dans la thématique du rhumatismal et du remplacement valvulaire, on sait que nous avons une pathologie effectivement liée au rhumatisme. On sait que nous avions effectivement un contexte de remaniement avec très fréquemment une dilatation auriculaire importante. Donc c'est à ce niveau-là que, bon, dans la définition valvulaire, j'ai toujours quelques problèmes parce qu'on peut avoir des mystoïdes, etc., avec des oreilles vraiment énormes. Ma deuxième préoccupation, vous venez de l'aborder, le temps passé en zone thérapeutique avec l'INR, avec TTR, c'est compliqué, c'est pas simple. C'est en cela que ces malades, on les gère, c'est vrai. Les AOD, c'est pas évident. Mais je vous avoue, c'est pas évident non plus. Mais un point important sur lequel il faut insister, les régimes inutiles. Moi, personnellement, inutile d'imposer vraiment des régimes sans tomates, sans ceci. On s'adapte par rapport. Et tout ceci complexifie un peu la mise en zone thérapeutique. Merci. Alors, une troisième intervention pour compléter cette série. Je vois Dr Fonlé Sylvestre, Dr Djingui, Dr Chris Nadej Nganou, Dr Christian Wankou. Les généralistes, vous allez m'excuser parce que c'est vraiment une préoccupation très très importante dont je parle de mes collègues cardiologues que je vois en salle. Dr Fonlé? Oui. Merci, cher maître. Juste une petite question. À l'image de la FA valvulaire, dans la prise en charge chirurgicale, est-ce qu'on ne peut pas envisager aussi une ablation du flûter en paire procédure d'un remplacement valvulaire mitral quand on est sûr que c'est un flûter qui vient de la gauche? Merci. Donc il y a deux questions au professeur Zimmermann et une question au docteur Matanga. Alors, sur la première question concernant la valvuloplastie, je suis d'accord avec vous que les Américains la mettent dans la catégorie plus à risque, on va dire. Et puis, les Européens, une grande partie du reste du monde, a plutôt tendance à la sortir de la fibrillation dite valvulaire et de l'inclure dans les, entre guillemets, non valvulaires. C'est peut-être un des sujets sur lequel il y aurait la place de faire un travail pour savoir si oui ou non, dans ce contexte-là, on est obligé de mettre des antivitamines K où on pourrait se satisfaire des NOAC qui sont quand même plus simples à administrer. Ils sont plus chers, mais ils sont plus simples à administrer. Mais on ne sait pas. Donc les uns sont très prudents, les Américains, les autres sont un peu plus laxistes, les Européens, mais il n'y a pas de consensus de ce côté-là. Concernant la deuxième question sur le temps dans la marge thérapeutique par rapport aux gens qui sont sous AVK, ça a été très bien étudié dans l'étude RELY sur un des nouveaux anticoagulants. Et dans l'étude RELY, c'était dans énormément de pays du monde. Et ceux qui arrivent en tête par rapport au pourcentage de temps passé dans la cible thérapeutique, c'est les pays nordiques. C'est Norvège, Suède, Finlande, Danemark. C'est des pays qui ont des cliniques de suivi d'anticoagulation. Donc c'est des infirmières qui font ça de manière très régulière. Quand c'est un tout petit peu irrégulier ou instable, on reconvoque le patient plus souvent, etc., etc. Donc ils sont extraordinairement suivis, ces malades-là. On ne peut pas faire mieux. Et malgré ça, on n'arrive pas à maintenir l'INR dans la cible plus de 76 à 78% du temps. En Suisse, on n'est pas trop mauvais au point de vue suivi médical et on est riche et on a des petites distances et on a des docteurs partout. On arrive à peine 70% du temps dans la cible. Donc, j'imagine bien que dans des pays comme, je ne sais pas, l'Éthiopie, le Tchad ou d'autres pays africains, ici aussi, ça soit encore plus bas. En Afrique du Sud, par exemple, c'était 50%. Donc, un INR sur deux, il n'est pas dans la cible. Alors oui, ça nous pose un énorme problème de se convaincre qu'il faut faire ce traitement quand il est si difficile d'atteindre la cible, mais on n'a pas mieux. C'est ça un peu le problème.
Merci pour cette question. Je dirais que de nos jours, il n'est pas conseillé de procéder à une ablation en paire-op parce que le chirurgien va créer des lignes de bloc, il y aura des cicatrices qui elles-mêmes seront en fait arythmogènes, puisqu'il va le faire de façon aveugle. Si le flûteur est à gauche, aujourd'hui on a des techniques un peu plus adaptées avec une cartographie qui permet d'identifier le circuit avant de faire les lignes de bloc. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Une autre série de 3 questions. Oui, madame, vous vous présentez et puis vous dites à qui vous posez la question. Merci. Okay. Good morning to everyone. My question goes to Professor Zimmerman. I'm Dr. Eke. I'm internist in Yaoundé. So we received a lady who is 40 years old who came in consulting for intermittent palpitations. And while evaluating, we noticed that the EKG showed AFib with rapid ventricular response at 120. And while trying to figure out why, well, we did an article which showed severe mitral stenosis. And she was newly gravid, or let's say so, but unfortunately we had the pregnancy test done and she was pregnant. So at that time, that lady had never delivered. She was actually looking for a child. And in that situation, it was it was quite complex because we didn't know whether she told us she doesn't have money for surgery, for possible surgery. She didn't have money for that. So we thought about possibility of telling her about termination of pregnancy to try, but she was not for termination of pregnancy. So in that situation, what do? Do you just aim at controlling her heart rate or aim at cardioverting her? Maybe because she was kind of stable. She was not unstable. She came in fine. So do you just control her heart rate, or do you think about cardioverting her pharmacologically? And if it is pharmacologically, knowing that maybe amiodarone might have some teratogenic complications, what will you do? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Une autre dame? Madame le docteur Ngochen Irène? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des médecins généralistes qui veulent avoir des précisions? Madame le docteur Nganou? Pas de questions? Docteur Djingui, pas de questions? Docteur Christian, nous sommes en rythmologie quand même. Pas de questions? D'accord, les autres réfléchissent. Okay, so it's a very, very difficult clinical situation because you have several problems altogether. You have the pregnancy, you have the anticoagulation, yes or no, if yes, well done or not. Vitamin K, it's not possible during pregnancy, so new anticoagulant therapy is not possible during pregnancy, so the only way you have to protect her against clots, that's heparin, sub-Q heparin during the pregnancy. And finally, you have atrial fibrillation, and this atrial fibrillation has a rapid ventricular response. So you have 4 big problems altogether. So I would say, let's start by the most simple one, and that's probably sometimes sufficient. You just slow down the rate. So you slow down the rate by beta blocker. Beta blocker is safe during pregnancy, so there is no problem about that. And you can adjust the dosage to keep the rate, let's say, around 100, or if you can, even lower. But if at the beginning she's 120, for example, it's not difficult to reach 100. If it's 170, 180, and you cannot slow down the lady, then it's not only a big problem, it's a catastrophic problem because you have almost no solution.
cardioversion, electrical cardioversion, I would certainly not do that because she's not in an emergency situation and she's not, well, in a state where it's easy and comfortable to do an electrical cardioversion because she's pregnant. And same for medical cardioversion or medicamentally cardioversion because it's, you will manipulate drugs. You don't know exactly what these drugs will do on the heart of the patient, on the baby, so I would certainly not play that game. So you just slow down with beta blockers, you wait until she is out of pregnancy, and then you discuss anticoagulation, maybe surgery for the valve, maybe. But again, the fifth problem is no money. And maybe the sixth problem, how to check anticoagulation. So if you add all these problems, one on the top of the other, then it's almost sometimes impossible situation to manage. Merci. Il y a le docteur Christian Wanko. Je vois le docteur Abdullah au fond. Vous n'avez pas de questions aussi? D'accord. Christian. Merci, cher maître, de me passer la parole. Juste pour dire qu'il y avait une dernière présentation. Malheureusement, le dispositif en ligne n'était pas prêt. C'était sur les BAV complets chirurgicaux et qui ne peut plus passer puisqu'on n'a plus de temps. Mais par rapport à cela, on a eu quand même un cas. C'est souvent des patients qui viennent à un certain âge, donc en fibrillation auriculaire, et chez qui, lors de du remplacement valvulaire, parfois le chirurgien, comme tu l'as dit, peut léser le tissu de conduction atrioventriculaire, et puis on se retrouve avec une situation conductive qu'il faut gérer. Et c'est souvent un monochamp VVI qu'on met, et dans le cas que nous avons eu, malheureusement, il y a eu un déplacement secondaire. Il a fallu revenir encore de déplacement secondaire de sonde. Mais juste pour savoir, vous, dans votre expérience, est-ce que souvent on vous emmène des BAV chirurgicaux comme ça à prendre en charge? Merci. Merci, Christian, pour cette question. Je n'ai pas eu beaucoup de cas comme ça et ça s'explique parce que je suis un jeune rythmologue, donc je n'ai pas encore eu à rencontrer plusieurs cas comme ça, mais durant en fait ma formation en France, je crois que j'en ai vu. Avec un brin de méchanceté, je dirais que si le malade est bien opéré, il ne devrait pas y avoir de bloc AV. Non, 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 je plaisante. Je plaisante. Il y a une ou deux situations dans lesquelles c'est malheureusement, même avec le meilleur des chirurgiens, je ne dirais pas inévitable, mais c'est un risque qui est bien présent. C'est évidemment les rétrécissements aortiques calcifiés parce que vous avez des coulées de calcium ou de calcification dans le septum. Et il suffit qu'on change un tout petit peu l'architecture, ce qu'on fait avec la chirurgie, pour que vous vous trouviez avec un bloc ischien ou un phraïschien. Et ça, ce n'est pas prédictif et ça n'a rien à voir avec la compétence du chirurgien. Il y a aussi, bien sûr, le canal atrioventriculaire où vous avez là automatiquement le septum qui est déjà absent ou malade. Et donc, vous pouvez déjà avoir un BAV dès le départ. Maintenant, on trouve, nous, BAV post-opératoire relativement rarement après une chirurgie conventionnelle. Par contre, on en a vécu plusieurs avec les TAVI. Vous savez qu'avec le TAVI, en mettant cette prothèse dans cette racine au niveau de la valve aortique, ça déplace là aussi l'architecture locale. Et comme on le fait chez les gens âgés qui ont des sténoses calcifiées, c'est le même problème que la sténose aortique chirurgicalement opérée. Et donc là, on a vu pas mal de blocs AV complets et ils sont plus fréquents avec certains types de valves utilisées dans le TAVI qu'avec d'autres. Je ne suis pas un implanteur de TAVI, donc je ne peux pas vous dire laquelle des deux, mais je crois que la Edwards a moins de blocs AV que la Medtronic, la Corval. Merci beaucoup pour ces échanges très riches. Il y a beaucoup de participants qui sont venus un peu en retard. Nous allons passer la parole au docteur Latif Mousse pour nous faire un peu le résumé de la présentation du professeur Zimmermann qui a suscité énormément de réactions, ce qui est plus logique parce que c'est la rythmie la plus fréquente. Docteur Mousse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Certes, le flûteur est trop technique. Notre confrère donc va nous excuser. La fibrillation auriculaire, elle est fréquente et quand elle est dite valvulaire, c'est essentiellement ce qui concerne donc les atteintes rhumatismales,
de la mitrale surtout, et puis le remplacement valvulaire mitraux. 7 a été ajouté de manière particulière par les anglo-saxons, les américains, les plastiques mitrales. Par rapport donc à cette définition, il faut retenir quelque chose de clair. Il faut freiner les symptômes du malade. C'est la chose essentielle à retenir. Obligation vraiment à retenir un rythme suffisant, peut-être, en cas par cas. Mais retenir formellement sur le plan thérapeutique, en dehors des thérapeutiques habituelles sur lesquelles le professeur vraiment est passé, et je ne reviens pas dessus pour freiner, c'est surtout les grandes complications vraiment thromboemboliques. Que faire? Pas d'AOD. C'est simple de le faire. De plus en plus, les prix sont en train de régresser, mais oublions les anticoagulants oraux directs dans cette fibrillation auriculaire valvulaire. C'est essentiellement les antivitamines K, quid de la vraie efficacité en zone thérapeutique avec les INR, malgré les difficultés que nous avons. Il faut connaître son laboratoire, il faut se connaître effectivement même ces infirmiers dans le prélèvement, pour ne pas les petits débris de cailloux à l'intérieur donc du prélèvement. Donc nous pouvons dire que nous sommes effectivement face à une affection rythmique qui est fréquente, qu'il faut savoir effectivement freiner, dont les complications thromboemboliques doivent pouvoir être bien gérées avec une gestion en tenant compte effectivement de la zone thérapeutique. Le reste, ablaté, cette fibrillation auriculaire peut être l'occlusion de l'auricule, peut être point d'interrogation. Quand nous avions effectivement une indication thérapeutique, il faut savoir effectivement mettre ces malades dans des mains de chirurgiens experts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons profiter justement pour bien applaudir les orateurs, en l'occurrence le professeur Zimmermann et le docteur Matanga, pour ces riches enseignements. Nous remercions toute l'assistance pour ces échanges riches et fructueux et évidemment nos copanélistes, M. le docteur Wankou Merime et M. le docteur Latif Mousse. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne continuation de cette journée de congrès. Merci.